Eh ben ça, pour un endroit bizarre, c'est un endroit bizarre. Et pour un endroit joli, c'est un endroit joli. J'ai rien vu de pareil depuis que je suis au monde. Enfin, pourvu que je puisse remplir facilement ma mission. Tiens, voilà un naturel qui a une bien plaisante figure et qui respire la franchise. Il va peut-être m'aider. Voilà, mon garçon! Pourrais-je vous dire 2 mots? Mais bien volontiers, monsieur. Vous êtes d'ici, il me semble. Oui, monsieur, je suis de ce pays. Et pêcheur, en juger d'après vos vêtements. Et pêcheur, vous l'avez dit, monsieur. Eh ben, il faut pas avoir peur de monter et de descendre quand on habite ce village, hein? Nous y sommes faits, monsieur. La plus haute maison perche comme un nid dans le ciel et la plus basse de l'autre côté du quai m'a l'air aussi d'être un nid. Et pour une fort jolie personne. Vraiment, monsieur? Je ne sais que vous répondre. Ah, dans ce cas, mon ami, rougissez point. Votre honnête visage vous trahit, hein? Ah, car vous respirez l'honnêteté, passée, présente et future. Êtes-vous déjà marié? Pas encore, monsieur. Mais c'est pour bientôt, j'espère, hein? Ah. Revoilà ma charmante apparition de tout à l'heure. Elle regarde par-dessus le mur, et cette fois, elle ne fait pas mine de sourire. Enfin, allez, mon ami, puisque vous n'avez pas l'air de l'intimider comme moi tout à l'heure. Ah, quel joli spectacle. Ah, ma parole, moi, le bonheur des autres me rend tout content. Pourvu que j'arrive pas en trouble fait et que mon garçon de cabine se soit bien acquitté de sa mission. En tout cas, le voilà est fort échauffé, celui-là. Oh! Eh ben, Tom Petitfer, hé, approche, mon garçon. Me voilà, capitaine. Ouf. Je m'ennuyais pas, mais j'attendais tout de même ton retour avec impatience. J'ai fait vite, capitaine, et j'ai eu de la chance. T'auras une fameuse chance si tu continues à supporter un pareil chapeau, toi. Mais ma parole, Tom, t'as tout de même pas peur d'attraper un coup de soleil au début de novembre sur la côte du Devonshire du Nord, non? Capitaine, j'aime bien être du bon côté des choses. Il y en a qui ont peur des requins, d'autres du scorbut. Ouais. Et moi, je me méfie du soleil. Et il en a tué de plus malin que moi. Un coup de soleil en novembre en Angleterre? Oh, non, mais tu me fais rire. Avec ton espèce de casque colonial étanche par-dessus et rembourré de vieux papiers à l'intérieur. Jamais trop de précautions, capitaine. J'ai une petite nature, moi. Ma parole, tu le porterais jusque dans une glacière? Non, mais allez, assez ri, monsieur Petitfer. As-tu obtenu à la poste les renseignements qu'il nous fallait? Une veine, capitaine. C'est justement la poste. Comment ça? Mais comme je vous le dis, capitaine, le nom que vous vouliez demander à la poste, Oui. c'est justement le nom des personnes qui tiennent la poste. Alors, il n'y a plus qu'à remonter ensemble à la poste. Tom Petitfer, chapeau ou pas, tous les infidaux. Alors, mon ami, allons. Et plus vite ça sera fait, mieux ça vaudra, parce que cette histoire ne me dit rien qui vaille. Ah, Tom Petitfer, tu avais raison. Voilà bien le nom que nous cherchions. Ray Brock Drapier. Et en dessous, bureau de poste. Allez, courage, Tom, tu peux entrer aussi. Nous ne serons pas de trop. C'est une jolie petite maison. Nous n'en avons pas de pareil en Amérique. Que désirez-vous, monsieur? C'est bien Madame Ray Brock que j'ai l'honneur de parler. Mais... Madame, je suis heureux de vous saluer. J'ai fait un très long chemin pour vous rendre cette visite. Vraiment, monsieur. Alors je devrais dire que je suis contente de vous voir, bien que je ne vous connaisse ni d'Ève ni d'Adam. Mais si j'en juge par votre apparence, vous devez être un marin. Et dans ce cas, vous êtes doublement le bienvenu. Merci, madame. Je ne sais pas ce qui semble me tirer le sel de la peau, mais tout le monde, même quand je suis en civil de la tête aux pieds, me prend toujours pour un marin. Oui. Et ce monsieur qui vous accompagne, est-il aussi un marin? Madame, monsieur Tom Petitfer est en rapport indirect avec la mer, vu qu'il est parfois commis au vivre, mais surtout mon dévoué garçon de cabine. Il a fait beaucoup de métiers sur la terre ferme, mais maintenant il navigue en ma compagnie. Moi, madame, je me présente, capitaine Silas Jonas Jordan. Je suis un armateur et je navigue sur mes bateaux ou sur ceux de mes associés, et cela depuis 25 ans. Selon l'usage, on m'appelle capitaine, mais je ne le suis pas plus que vous, madame, sans vouloir vous offenser. Capitaine Jordan, je ne peux être que très troublée par votre visite. Ne restons pas ici, entrons plutôt dans mon petit parloir et parlons plus tranquillement. J'allais vous le proposer moi-même, madame, mais je vous en prie après vous. Tom garde un œil sur la boutique pendant que je converse avec madame Ray Brock. Ça met ma parole, si c'est pas mon beau garçon de tout à l'heure qui regarde par la fenêtre.
et accompagné de cette petite beauté qui glissait un œil entre les fuchsias. Ce garçon est mon fils cadet, capitaine Jorgan, accompagné de sa fiancée. Et entrez, mes enfants, entrez. Mon jeune ami, j'étais en train de parler de vous à madame votre mère, à laquelle vous ressemblez excessivement. Mais comme je suis d'un pays d'Amérique où l'on vient au monde les questions à la bouche, vous ne serez pas étonné si je vous demande... Votre prénom est-il Alfred? Et oui, monsieur, je me nomme Alfred. Et surtout, ne croyez pas que si, comme mes concitoyens, je pose des questions, je les pose uniquement par plaisir, non. J'en pose parfois de très sérieuses. Quelqu'un de votre famille est-il parti en mer? Oui, monsieur. Hugues, mon frère aîné. Il était marin et n'est pas revenu. Ouais. Ah, maman, je vous en prie, ayez du courage. Oui, je vous vois vêtu de noir et je crois comprendre la raison, madame. Je voudrais vous rassurer, croyez-le. Cependant, je ne vous apporte pas de bonnes nouvelles de lui. Je m'efforce d'avoir du courage, capitaine Jorgan. Mais sa pauvre jeune femme... Oh, vous pouvez l'apercevoir par la fenêtre de l'autre côté de son petit jardin, Ouais. occupée à un travail de couture et tenant sa fillette assoupie sur ses genoux. Malheureuse Margaret. Quand ce malheur est-il arrivé? Mon frère est parti pour son dernier voyage, voilà un peu plus de 3 ans. Il ne connaît pas son enfant. Oui. Et maintenant, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles votre frère a péri, il est possible que je vous apporte du nouveau, mais je suis loin d'en être sûr. Pourrais-je avoir une conversation à part avec vous? Sans doute, monsieur. Mais c'est si triste de voir le cœur de Margaret se briser un peu plus chaque jour, Ouais. malgré sa douceur et sa patience. Kitty, Oui. qu'est-elle en train de coudre, le sais-tu? Mais ma parole... Mais cela ressemble à ce que dans mon pays on appelle une robe de mariée. Oh. Ah, c'est très touchant de la voir oublier ses propres peines, elle veuve et son enfant orphelin, pour ne penser qu'à votre bonheur et à votre futur foyer, Kitty et vous, Alfred. Puisse votre mariage être plus heureux que le sien et que cela la réconforte dans son chagrin, oui. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous deux, mes enfants. Merci, monsieur. Merci de tout cœur de nous dire cela. Cet escalier est des plus étroits, capitaine Jorgan. Oh, pas plus que ne l'était l'échelle de ma cabine, et sur de plus longs parcours. Le plafond est très bas, faites attention. Eh ben, si ma tête n'est pas capable d'éviter les chocs depuis le temps que je la promène sur tous les océans, c'est qu'elle mérite un cabossage sérieux. Ah, ben vous avez là une vraie chambre de marin, juste ce qu'il faut et rien de plus, et propre comme un penny neuf. Mais maintenant que nous voilà seuls, je vais vous montrer la raison de ma visite. Voilà. Une bouteille? Oui, et pas grande, comme vous pouvez le remarquer, mon garçon. Le genre de bouteille qu'on trouve dans n'importe quel coffre de pharmacie sur un bateau. Elle a pas tenu beaucoup de place dans la poche intérieure de Mardingote, croyez-le. Là, et maintenant qu'elle est posée sur votre table, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette bouteille. Elle me fait peur, monsieur. Comme si elle contenait du poison. Pour autant que je puisse l'affirmer, je crois qu'elle en contient. Mais maintenant, écoutez-moi bien. C'est un étrange récit. Je vous écoute, monsieur. D'abord, je dois vous dire qu'au cours de mes nombreux voyages, je suis passé maintes fois au large du Cap Horn, et j'y ai essuyé de fameuses tempêtes. Mais à mon dernier voyage, dont je viens tout juste de débarquer à Liverpool venant d'Afrique du Sud, je me suis heurté aux pires intempéries. Mais le vent s'est contenté de nous jeter dans un fort courant. Pour autant, nous n'étions pas sauvés, car nous dérivions sans retrouver notre direction. Et pendant que nous filions ainsi, nous avions aperçu une île. Elle n'était pas marquée sur la carte, et ça n'est jamais rassurant. Mais après un pareil remue-ménage, elle était la bienvenue. Comme la mer le permettait, j'ai fait détacher et armer une chaloupe, et je suis descendu dedans avec 2 hommes pour explorer le pays. Devant, il y avait un atoll, et flottant dessus, un paquet d'algues dans lequel se trouvait cette bouteille. N'était-ce pas incroyable? Si. Mais voyez-vous, mon ami, si jamais vous vous trouvez dans un endroit désert, n'hésitez pas à ouvrir vos yeux tout grands pour repérer tout ce qui peut vous servir d'information. C'est en vertu de ce principe que j'ai ramassé la bouteille et que j'ai continué mon exploration.
Sur l'île, nous avons constaté que la végétation qui n'avait jamais dû abonder avait été consumée par le feu. Et comme nous procédions prudemment à travers les cendres, un de mes hommes tomba jusqu'à la poitrine dans une sorte de fosse, en hurlant « Camarades, camarades, tirez-moi de là! Il y a des ossements au fond de la fosse !» Non, non, pâlissez pas, mon garçon, et vous livrez pas à des conclusions hâtives. Mais c'est que j'ai peur, monsieur. Impossible de certifier si c'étaient les restes d'un ou de plusieurs hommes. Quoi qu'il en soit, nous avons exploré le reste de l'île sans rien retrouver, sinon que cette partie-là semblait avoir échappé à l'incendie et qu'elle avait pu présenter des abris. Mais, faute d'indices plus précis, je donnai l'ordre de retourner à bord en emportant cette bouteille. Une fois à bord, je l'ouvris. Elle était enveloppée de toile cirée, comme vous le voyez, et bouchée hermétiquement. À l'intérieur, j'ai trouvé ce petit morceau de papier plié et froissé sur le dos duquel se trouvait l'adresse qui m'a fait venir jusqu'ici. Mais tenez, lisez vous-même, mon ami, je vous le rapporte tel que je l'ai trouvé. À quiconque trouvera ce document, je demande avec la solennité de la mort de le rapporter sans le lire à Alfred Raybrock, Steepways, North Devonshire, Angleterre. Monsieur, c'est l'écriture de mon pauvre frère Hugues. Mes mains tremblent, monsieur. C'est très difficile de lire. Il y a beaucoup de mots à demi effacés. Si vous pouviez m'aider. Oui, attendez. Les mots les plus lisibles sont argent volé. Puis ensuite, là, il y a quelque chose qui ressemble à restitution. Seulement, le nom de la personne à qui cette restitution devait être faite n'existe plus. Enfin, cela signifie-t-il quelque chose pour vous? Mon Dieu, mon Dieu. Ben quoi, alors, ayez du courage, mon garçon, hein, soyez un homme, là. Vous laissez pas abattre, allez. Je le voudrais, mais que faire? Comprenez-vous de quoi il s'agit, au moins? Capitaine Jorgan, vous avez vu ma Kitty. Vous avez vu combien elle est belle. Oh, ça, quelqu'un me dirait le contraire, ça, j'en ferai un pâté. Votre bonne humeur me ferait rire si j'en avais le cœur. Mais je suis trop triste. Nous devions nous marier le lundi de l'autre semaine. Comment ça, vous deviez? Qui vous en empêche? Ce papier. Nous ne possédons comme argent que les 500 livres que nous a légués notre père. Attendez, oui. Oui, il me semble lire ce chiffre à côté de argent volé, là. Il n'y a donc pas de doute là-dessus. Quand mon père mourut, il n'avait pas un penny de dette, et il n'avait pu mettre de côté que ses 500 livres. Oui, alors? Cet argent devait être placé sur la tête de ma mère. L'avez-vous fait? Non, ma mère l'a refusé. Sa vie est assurée par son petit commerce et le poste qu'elle occupe. D'autre part, il n'était pas question que cet argent fût l'objet d'une spéculation. Mon père l'avait une fois risqué de cette façon et s'était bien promis de ne jamais recommencer. Oui, ça, il avait rien de spéculateur, à ce que je vois. Il serait pas beaucoup plus dans mon pays, hein. Jusqu'ici, ma mère n'avait jamais touché à cet argent, mais elle s'était décidée cette semaine à m'acheter une part dans la pêcherie du port, ce qui nous aurait permis d'avoir un bon départ dans la vie, Kitty et moi. Oui, mon pauvre garçon, je commence à comprendre. Voyez-vous, monsieur, le père de Kitty a tout juste ce qu'il lui faut pour vivre avec sa fille, si économe que nous soyons dans le pays. Il travaille comme intendant pour les domaines d'alentour, mais cela ne lui rapporte pas grand-chose. Et moi, je ne fais que débuter dans mon métier. Le père de Kitty avait autrefois une situation bien meilleure, à ce que j'ai cru comprendre. Il l'a perdue. Mais il n'accepterait pas pour sa fille un mariage de labeur et de pauvreté. Mais je vois. Je suis absolument certain que mon père, qui était le légitime propriétaire de cet argent, n'a jamais eu vent qu'il eût été dérobé à quelqu'un. Après cette déclaration solennelle qui émane de la tombe de mon frère, et cette assurance qu'il s'agit d'argent volé, comment pourrais-je avoir un doute? Et comment pourrais-je me servir de cet argent? Oh, que vous n'en doutiez pas, j'en suis pas si sûr. Mais pour ce qui est de pas y toucher, là, je suis d'accord. Et vous voyez maintenant pourquoi j'ai tant de peine. Pensez à Kitty. Ouais. Pensez à ce que je dois lui dire. Mais non, assez de désespoir. Vous avez prononcé de braves paroles, capitaine Jorgan, et elles ne seront pas prononcées en vain. Je dois agir. Et ce que je dois faire avant toute chose, c'est de réhabiliter un honnête homme qui n'est plus là pour se défendre. Mon père, de l'argent volé. Et puis tâchez de découvrir le nom de la personne à qui la restitution doit être faite. Mais au nom de la mémoire de mon père et de notre honneur à tous, pas un mot du message à ma mère ou à Kitty ni à âme qui vive. Vous êtes de mon avis? Je sais pas ce qu'on va penser de nous en bas, mais je peux pas m'y opposer. Et maintenant, pour ce qui est de découvrir la vérité, hein, comment allez-vous faire? Relire une fois de plus ce papier. Je déchiffre, pour autant que je puisse remplacer les mots effacés.
quelque chose de ce genre. Va à l'Anréan demander après parmi les anciens du pays. Mais voilà, après qui? Bon, d'abord, connaissez-vous quelqu'un à Lorient? Oh, bien sûr, je connais Monsieur Tregarten. Il est originaire de Lorient, mais il habite ici. Qui est ce monsieur Tregarten? Monsieur Tregarten est le père de Kitty. Ah, ben voilà une fameuse indication. Alors, monsieur Tregarten connaît bien le village de Lorient. Ah, de cela, j'en suis sûr, il m'en a souvent parlé. Alors, puisqu'il faut retrouver un nom dans le pays en s'adressant aux anciens, il pourrait peut-être nous fournir les noms de ces anciens. Ça serait une bonne chose de faite. Je vais le lui demander. Eh ben, dans ce cas, emmenez-moi donc. Seulement un mot pour commencer. J'ai bourlingué plus que vous, mon garçon. J'ai été plus loin que vous. Et tout au cours de ma vie de marin, il m'a fallu garder des idées claires. Aussi, je vais vous tenir compagnie au cours de votre expédition. Et comme vous n'êtes pas plus bavard que moi, pas besoin de discours pour sceller notre amitié, hein. Allez, serrez-moi la main comme je serre la vôtre et que ça nous suffise. Bon, d'abord, remettons le papier en place, le bouchon par-dessus le papier, voilà. Et cette dernière bouteille dans votre coffre de marin. Bon, allez, et maintenant, en route. C'est qu'il va falloir passer par le parloir, monsieur, et annoncer de mauvaises nouvelles. Je voudrais bien que ma figure n'en dise pas plus long que je ne voudrais. Soyez un homme, Alfred. Allez, et à la grâce de Dieu. Si tu savais comme je serais heureuse de te voir si belle dans ta belle robe de mariée, chère Kitty. Et de me dire que je l'ai cousue moi-même, point par point. Chère Margaret, tu as toujours pour nous tous une bonne parole et un visage souriant malgré ton chagrin. Mon chagrin ne m'empêche pas de penser au bonheur des autres, Kitty. Tu épouses le frère de mon cher mari. Je penserai à mon bonheur perdu en regardant le tien, tout neuf. Mais... Alfred! Oh, Alfred, qu'y a-t-il? Je ne te reconnais pas. Comme tu es pâle. Ce n'est rien. C'est-à-dire que... Grand Dieu, qu'avez-vous dit à mon fils pour qu'il ait changé ainsi en quelques minutes? Mais calmez-vous, mère. Et toi, Kitty, mon cher amour, pardonne-moi, mais j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Il me faut partir pour l'Anréan aujourd'hui même. Et qui sait, aller beaucoup plus loin. Partir, mais... Hélas, Kitty, tu m'as deviné, ma chérie, il y a pis encore. Je crains que notre mariage ne soit remis, et pour je ne sais combien de temps. Quoi? Oh, que dis-tu, Alfred? Je ne comprends pas. Le mariage remis? Et tu dois aller à l'Anréan? Mais qu'est-ce que cela signifie? Remis, en vérité, pourquoi remis? Mère chérie, je ne puis te dire pourquoi. Je ne dois pas te dire pourquoi. Ce serait pécher contre l'honneur et le devoir de dire pourquoi. Contre l'honneur et le devoir? Par exemple, ai-je bien entendu? Mais mon fils, est-ce que l'honneur et le devoir exigent qu'un homme brise le cœur de sa fiancée et celui de sa mère? Et cela au nom de je ne sais quels obscurs secrets et sur les conseils d'un étranger? Pourquoi êtes-vous venu ici, monsieur? Je vous le demande. Qui vous a demandé de venir? Pourquoi n'êtes-vous pas resté à votre place au lieu de venir bouleverser l'existence de gens comme nous, innocents et tranquilles? Et moi, que vous ai-je fait pour que vous veniez attaquer mon bonheur? Ma chérie, ma Kitty, je t'en supplie, ne parle pas ainsi sans savoir. Tu me fends le cœur. Oh, Margaret, venez à mon secours. Vous avez tant souffert avec tant de résignation. Vous vous êtes toujours montrée si raisonnable et si bonne. Je vous en prie, au nom de mon pauvre frère Hugues, aidez-moi. Je le ferai volontiers, Alfred. Et voyez, je le fais. Certes, j'aurais préféré que ce monsieur ne vînt jamais chez nous. Mais malgré cela, je prends votre parti. Je suis sûre que vous avez une bonne raison, une raison suffisante pour agir comme vous le faites, si étrange que cela nous paraisse. Et toi, Kitty chérie, c'est ton devoir de penser ainsi plus que quiconque, car le véritable amour croit tout, admet tout, pardonne tout. Quant à vous, mère, vous aussi, vous devez faire confiance à Alfred. Vous avez été bénie dans vos fils qui ont toujours été fidèles à leurs paroles et que vous avez élevés dans le sens de l'honneur. Mère, vous n'avez pas plus de raison de douter de votre fils vivant que vous ne l'avez jamais fait de celui qui est mort. Pour l'amour du fils que vous n'avez plus, laissez-moi défendre celui qui vous reste. Eh ben ça, Madame Margaret, c'est ce qui s'appelle parler. Que votre opinion à mon égard soit flatteuse ou pas, vous êtes une jeune femme de bon sens, de courage et de sentiment. J'aimerais mieux vous avoir à mon côté à l'heure du danger qu'une bonne moitié des hommes que j'ai rencontrés dans ma vie. Et quand je dis la moitié, je suis poli. Merci, Margaret. Merci, capitaine Jorgan. Et toi, ma Kitty, écoute-moi.
Je dois voir ton père et le supplier de me faire confiance, en dépit du changement dans nos projets, et de ce mystère qui vient de surgir et qui en est la cause. Je dois aussi demander quelques renseignements au sujet de mon voyage à l'Orléans. Veux-tu m'accompagner pour rentrer chez toi? Je veux bien, Alfred. Tom Petitfer! Oh! Oh, Tom! Me voilà, capitaine! Ah, À vos ordres! Seigneur, on dirait qu'il y a du grabuge. ah, il y a un fameux grabuge, Tom. Mais écoute-moi bien. Voilà du travail pour toi. Cette pauvre Madame Raybrock, elle est toute retournée, alors essaye de la remonter un peu, Tom. Remonte aussi la jeune veuve, Madame Margaret, qui a bien besoin qu'on s'occupe d'elle un petit peu, à force de s'occuper des autres, hein. Administre-leur tout ce que tu trouveras en toi comme confort matériel et moral, et surtout, dis-leur que ce qui paraît triste à première vue devient souvent sur le tard motif à réjouissance. Quand ça sera fait, retourne à l'auberge où nous sommes descendus, tu trouveras mes instructions. Et j'accompagne ces jeunes gens chez Monsieur Tregarten, le père de Mademoiselle Kitty. Très bien, capitaine, mais faites Quoi? vite. Je sais pas comment les mauvaises nouvelles voyagent par ici, mais j'ai l'impression que le pays tout entier est contre vous. Oh, Heureusement, vous n'avez pas beaucoup de chemin à faire, hein. eh ben, si je m'étais douté de ce que j'apportais en toute innocence avec cette bouteille, j'avais cru à un drame ancien, oublié. Il y a là toute une famille en larmes là-haut, puis naturellement en bas, une autre famille en larmes. La pauvre petite Kitty a couru s'enfermer dans sa chambre en arrivant, enfin du moins je l'imagine. Et puis d'ici, je vois le malheureux Alfred aux prises avec un père indigné. Ah, ça serait peut-être le moment d'intervenir, tiens. Bien le bonjour, monsieur. Comment vous portez-vous? Monsieur Tregarten, c'est avec ce gentleman dont je vous ai parlé que je me propose de me rendre à l'Orléans. Ah, ouais. Vous ne m'en voudrez pas, capitaine Jorgan, mais je ne peux vraiment pas dire que cela me fait plaisir de vous voir. Eh ben, monsieur, pour vous dire la vérité, tout le monde dans le pays a l'air d'être du même avec vous. Mais patience, peut-être qu'à l'usage, je vous plairai un peu plus. Je l'espère, monsieur, et je fais même mieux que l'espérer. J'en suis sûr. Bon, ben maintenant, écoutez-moi, monsieur Tregarten. Ça sert à rien d'échanger des propos désobligeants, parce que même si vous le faites, moi je répondrai pas. Nous sommes d'âge, vous et moi, à ne pas juger les choses sur les apparences, et si jusqu'à ce jour vous avez vécu sans éprouver la malice et l'injustice des jugements hâtifs, vous avez bien de la chance, croyez-moi. Je n'ai pas eu cette chance, monsieur. Et la cruauté des jugements hâtifs, je la connais. Bon, eh ben je vois que j'ai visé juste sans le vouloir. Mais écoutez-moi. Vous avez devant vous le fiancé de votre fille unique, et vous m'avez, moi, qui connais son secret. Je vous garantis qu'il est honorable, et que si Alfred en est le dépositaire, il n'en est pas le responsable. Moi, je voudrais l'aider dans cette affaire. Et pour ça, vous pouvez m'aider, vous. Oui, pouvez-vous me donner le nom de quelques vieux habitants du village de l'Orléans? Je vais les prendre en note, et d'abord vous donner une feuille de mon carnet, où j'ajoute à mon nom mon adresse... Silas Jonas Jorgan, Salem, Massachusetts, Amérique. Si jamais vous venez à Salem, vous serez bienvenu. Maintenant, je vous écoute. Eh ben, il y a le vieux David Polreath, mais il est peut-être mort. Hein. Bon, bah, faisons comme s'il ne l'était pas, David. Il y en a un autre nommé Penrewen, mais j'ai oublié son prénom. Ouais, bon, on s'en passera. Alors, je marque Penrewen tout court. Et il y avait aussi un bonhomme appelé John Tredger. Tredger, va pour le bonhomme Tredger. Et le dernier dont je me souvienne, c'est le vieux Purvis. Ah oui, si c'est quelqu'un de sa famille qui tenait une épicerie à New York et qui a mis le feu pour toucher les assurances, j'aime mieux vous dire qu'il est en prison, celui-là. Je ne vois personne d'autre. Bon, bah, 4 ancêtres, c'est mieux que rien. Alors maintenant, monsieur Tregarten, l'âge de la rancune étant enterré entre nous, je vous souhaite le bonjour, hein? Allez, en route, Alfred! Bon, vous, mon garçon, vous allez déjeuner dans votre famille et moi à mon petit hôtel. Alors disons qu'à 2 heures, vous me trouverez fumant mon cigare devant la porte. Là-haut, vous prierez mon garçon de cabine, monsieur Petitfer, de se mettre au service de votre famille pour le repas. Ensuite, il redescendra. Je crois qu'il s'est déjà rendu utile. Net et son goût immodéré pour les chapeaux, il n'y a pas de meilleur homme que lui. Et puis apportez votre havresac, puisque nous passerons là-bas sûrement une nuit, si ce n'est plus. Hein? J'espère que vous me permettrez de porter vos bagages, monsieur. C'est tout porté, mon garçon, et je m'en charge. Parce que mes bagages, c'est un peigne.
Entrez. Ah, c'est vous, Roberts. Je suis occupé, je vous rappellerai. Je m'excuse, maître Danby, mais il y a dans la salle d'attente 2 personnes très pressées qui disent que c'est très urgent. De quoi ont l'air ces personnes pressées? Oh, elles ont un air nautique. Ouais. Eh bien, priez vos 2 notonniers d'attendre, car je n'ai pas encore pris connaissance de mon courrier. Et ne vous laissez pas influencer par les personnes qui se disent pressées. Dès que j'aurai terminé, je vous sonnerai. Ah, à propos, vous a-t-on donné un nom? Ces visiteurs, se sont-ils nommés? Le plus grand des 2 se nomme Jorgan. Jorgan? Ça ne me dit rien. Non, je vous sonnerai, Roberts. Voyons un peu. Affaire Johnson. Affaire Kudler. Oui, épineuse. Affaire Lirriper. Héritage. Très brave femme, Madame Lirriper. Tiens, une lettre qui ne ressemble pas aux autres. Enveloppe froissée, mauvaise qualité. Écriture lente, appliquée. Une demande de secours, probablement. Voyons quand même. Signature. Oh, ça non. C'est pas possible. Enfin, c'est matériellement impossible qu'un homme porté disparu depuis plus de 3 ans continue à écrire. On n'a jamais vu un fantôme dans une étude de notaire. Pourtant, je ne rêve pas. Hugues Raybrock. Le brave Hugues. Son père en était si fier. Enfin, je ferais mieux de lire. Mon cher monsieur Danby, c'est un revenant qui vous écrit. Une tempête m'a jeté sur une île déserte. J'ai pu m'en échapper dans des conditions dramatiques. Et la Providence a permis qu'un navire aperçût mon radeau à la dérive. Ce navire me ramènera près de Barnstaple, où je vous demanderai de m'accueillir. J'ai peur que mon brusque retour près des miens ne leur cause une émotion que je voudrais atténuer dans la mesure du possible. Je pense pouvoir me présenter à l'étude vers le 10 de ce mois. Croyez, monsieur, à mes sentiments de fidèle déférence. Hugues Raybrock. Voilà, ce qu'on croit impossible peut se réaliser. Le 10 de ce mois. C'est aujourd'hui. Il me faut expédier mes visiteurs nautiques au plus tôt. Dieu sait ce que je vais leur dire. Je n'ai plus ma tête à moi. Le capitaine Silas Jorgan de Salem et monsieur Alfred Raybrock de Square. Mais, Robert, mais enfin, vous aussi, vous avez été averti? Vous aussi, Alfred? Excusez-moi, mais mon jeune clerc est depuis peu dans le pays et ne vous connaît pas. Capitaine, prenez un siège, je vous prie. Je vous présente mes hommages. Ah non, vous devez croire que j'ai perdu la raison, mais vous arrivez dans un moment si étrange que je ne sais plus où j'en suis. Pour vous dire vrai, maître Danby, c'est ce que je me répète à moi-même depuis que j'ai mis le pied sur les rivages d'Albion. Maître Danby, pourquoi dites-vous que j'ai été averti moi aussi? Par qui l'aurais-je été, sinon par l'excellent capitaine Jorgan, qui m'a conseillé de m'adresser à vous? Et d'ailleurs averti de quoi, sinon du malheur qui nous arrive? Du malheur? Vous appelez cela un malheur? Comment l'appeler autrement? Cet argent volé, cette dette, cette restitution dont nous ne parvenons pas à retrouver le destinataire. Notre enquête parmi les anciens de Lorraine s'est révélée infructueuse. Nous les avons interrogés les uns après les autres, ils n'ont rien compris à nos questions concernant le message. Mon cher Alfred, en souvenir de votre excellent père, vous avez raison de penser que je serai toujours prêt à vous aider, vous et les vôtres. Mais au nom du ciel, expliquez-vous. À quel message faites-vous allusion? Il y a là un mystère qui m'échappe. Maître Danby, en qualité de porteur du message, c'est à moi de vous répondre à la place de ce garçon dont il a bouleversé les espérances. Car le message, c'est moi qui l'ai trouvé et qui l'ai apporté au domicile d'Alfred. Et trouvé comment? Reçu de qui? Reçu de la mer, rapporté dans une bouteille. Mais expliquez-vous au nom du ciel. Vous avez trouvé un message dans une bouteille? Oui, monsieur. Aussi étrange que cela puisse vous paraître, et comme je l'ai dit à ce garçon, mon navire a été dérivé sur une île déserte. Et là, sur le rivage, parmi les algues, j'ai trouvé une bouteille contenant un message écrit par Hugues Raybrock à destination de son frère Alfred, et m'enjoignant de lui porter en vue d'une restitution. Mais jamais Hugues n'a envoyé de message, c'est la première chose qu'il m'aurait écrite. Que dites-vous là? Hugues vous a écrit, mais quand? Mais alors? Mais si vous a écrit, mais il est vivant! Maître Danby, est-ce possible? Mon frère vivant. Mon cher Hugues. Oh, ça, jusqu'ici, je croyais aux coïncidences, mais maintenant, je commence à croire au miracle, moi. Allez, ne nous faites pas languir, maître Danby. Où est le frère d'Alfred? Quand vous a-t-il écrit? Je reçois sa lettre à l'instant. Je ne sais rien de plus. Oh,
Lisez cette lettre, capitaine Jorgan. Je crois que vous aurez plus de sang-froid que nous. Alors, il y a deux miracles là-dedans. Le retour de Hugues et le fait que le navire l'ait ramené à point pour tout nous expliquer. Mon frère de retour. Ah, cela m'aidera à supporter les peines cruelles qui m'attendent. Capitaine Jorgan, donnez à Alfred la lettre de son frère. Pendant qu'il la lit, écoutez-moi. Ces deux braves garçons arrivent chez moi guidés par une idée différente. L'un, d'épargner une émotion trop vive à ses proches. L'autre, par un message qui me paraît invraisemblable. Enfin, que dit exactement ce message? Hugues enjoint à son frère de restituer à une personne dont le nom est effacé et qui serait née à Lorient une somme de 500 livres qui aurait été volée. Roberts. Oui. Apportez-moi, je vous prie, le dossier contenant les papiers de feu Georges Raybrock. Voilà, monsieur. C'est un assez maigre dossier, comme vous allez pouvoir en juger. Ouais. De vieilles lettres d'affaires, des factures. Oui, mais qui me permettront peut-être de trouver une indication, enfin si vague soit-elle. Tout à votre aise, capitaine Jorgan. Bon, Mais je puis vous en donner déjà les grandes lignes. ouais. Voilà, vous trouverez trace d'abord d'un emprunt. Lorsque Georges Raybrock, le père de ces deux jeunes hommes, était un commerçant aisé de cette ville, un certain Laurence Clissold lui emprunta 500 livres, ainsi que nous en avons la preuve écrite ici. Oui. Alors, Clissold pensait, grâce à cette somme, pouvoir obtenir une situation indépendante, alors qu'il n'était que simple employé de la maison Drinkworth Frères, America Square à Londres. Oui. Oui, c'est exact. Vous entendez, Alfred? Ah oui, capitaine, mais je suis si heureux que je ne peux penser qu'à mon frère. Il était stipulé également que cette somme était empruntée pour une période déterminée. Et lorsque l'échéance arriva, Clissold se trouva dans l'incapacité de la rendre et demanda des délais. Sur mon conseil, votre père refusa de les accorder. Clissold dut rembourser, mais en proférant d'obscures menaces et en accompagnant l'argent d'une lettre dans laquelle, parmi des considérations injurieuses, il expliqua que c'était grâce à la générosité d'un parent qu'il avait pu rembourser. Bon, nous sommes d'accord. Mais tout à fait d'accord. Et il y a aussi une note de Georges Raybrock disant qu'il était résolu à ne plus jamais prêter d'argent. Mais où serait le vol? L'argent était bel et bien celui de feu Raybrock. Mais dans ce cas, il s'agirait d'un faux. Hugues n'aurait jamais écrit le document trouvé dans la bouteille. Quel document n'aurais jamais écrit? Hugues! Mais ma parole, maintenant, je crois au grand serpent de mer. Ces garçons se ressemblent incroyablement. Oh, Frère, maître Danby. C'est le capitaine Jorgan que tu vois ici, Hugues, qui a rapporté la bouteille. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Parle-moi de Margaret. Comment va Margaret? Et notre mère? Elles vont bien. J'espère qu'elles pourront supporter la joie de ton retour. En dehors des précautions à prendre au sujet de ce retour, n'aviez-vous rien d'autre à me dire? Eh bien si. Lors de mon dernier voyage, je fis connaissance à bord d'un passager qui me témoigna un vif intérêt, car, disait-il, il avait connu mon père. C'était un homme d'un certain âge qui allait rejoindre un poste qu'on lui avait offert en Afrique du Sud. Son nom? Laurence Clissold. Je ne peux dire qu'il m'était sympathique. Il buvait et recherchait à bord la compagnie des passagers les moins recommandables. Mais enfin, il avait connu mon père et cela me rendait indulgent à son égard. Jusqu'au jour où il me dit que mon père, autrefois, avait dérobé une somme d'argent à un homme de Lorient et ne la lui avait jamais rendue et que par conséquent cette somme de 500 livres était de l'argent volé. Oh, c'est incroyable. Je ne sais comment les choses auraient tourné si une violente tempête ne nous avait détournés de notre querelle. Mais cet homme affirmait qu'il avait des preuves. Hugues, c'est précisément ce Clissold qui avait emprunté autrefois 500 livres à votre père et qui avait en vain demandé un sursis pour les lui rendre. Je viens d'en donner la preuve au capitaine Jorgan. Et vous avez même dit qu'il avait proféré des menaces à l'égard de M. Raybrock. Oui, c'est exact. Mais qui, à ma connaissance, ne furent jamais suivis d'exécution. Oh, il y a des menaces qui prennent le temps de mûrir. Mais enfin, ce Clissold, qu'est-il devenu? Ouais, le navire fit naufrage. Et nous nous retrouvâmes 3 survivants seulement sur une île déserte. Un homme d'équipage, Laurence Clissold et moi. Pendant un certain temps, il ne fut plus question que de nos faibles chances de survie. Mais parmi les épaves se trouvaient en assez grande quantité des vivres, des outils et malheureusement des caisses de boissons dont, malgré mes exhortations, mes compagnons d'infortune commencèrent à faire librement usage. Moi, j'allais me réfugier dans une autre partie de l'île, et c'est ce qui me sauva par la suite. Mais au cours d'une de ces dernières conversations, Clissold recommença ses accusations infâmes. Ouais, il n'a pas pu les porter sans vous dire à qui, selon lui, M. Raybrock aurait dérobé l'argent. Et un homme originaire de Lorient, Son nom, Hugues? Trégarten. Trégarten? Oui. Mais c'est le père de ma fiancée. Oh, Hugues, il y a là une histoire épouvantable de félonie et de vengeance. Il faut l'éclaircir au plus tôt.
Et comment ce nom de Tregarten n'a-t-il pas éveillé en toi des soupçons? Je ne l'avais jamais entendu. Ah, excusez-moi, Alfred, mais Monsieur Tregarten n'est-il pas venu s'installer à Steepwise après le départ de Hugues? C'est juste. Oui, ça n'éclaircit d'ailleurs pas le mystère de la bouteille. Bon, racontez-nous la suite de votre séjour sur l'île déserte, Hugues. Je vous ai dit que du fait de mon inimitié avec mes compagnons et du refus de participer à leur beuverie, je m'étais installé dans une autre partie de l'île. Une nuit, je vis à l'horizon de grandes flammes et un voile de fumée épais. Je courus, mais l'incendie faisait rage. Je ne pus m'approcher avant plusieurs jours, et quand j'y parvins, il n'y avait plus trace de mes compagnons. Ils avaient brûlé dans l'incendie. Sans doute s'étaient-ils endormis près d'un feu qu'ils avaient allumé, et le vent qui souffle en tempête dans ces régions fit le reste. Pour moi, je parvins à construire un radeau, et vous savez la suite. Non, nous ne savons pas toute la suite. Mais je crois qu'il serait bon d'apprendre de la bouche de Monsieur Tregarten comment son nom a pu se trouver dans la bouche de Clissold. Hein? Qu'en dites-vous, maître Danby? Je rends hommage à votre bon sens, capitaine Jorgan, et me félicite de vous avoir rencontré. Je vous retourne le compliment, maître Danby. Si votre clerc pouvait nous retenir une chaise de poste où Hugues pourrait se tenir dissimulé pendant le temps nécessaire, cela avancerait grandement notre retour à Steepwise. Roberts! Monsieur Tregarten, c'est encore nous et je vous prie de nous accueillir. Je vous ai dit il y a peu de temps que lorsque vous me reverriez, vous auriez meilleure opinion de moi et je me fais des compliments parce que c'est précisément ce qui va se passer. Mais que vois-je là? Mais que je sois pendu si ce n'est Monsieur Pettifer. Comment vas-tu, Tom Pettifer? Serviable comme toujours, hein? En train de préparer le souper à ce que je vois. Ah, serviable est le mot, capitaine. Monsieur Pettifer, tant à la poste qu'ici, n'a cessé de se prodiguer. Et c'est parfait. Bon, maintenant, Monsieur Tregarten, avec votre permission, je vais vous présenter, avant de m'asseoir, un membre de la famille Raybrock que vous ne connaissez pas. C'est Hugues, le futur beau-frère de votre ravissant enfant. Mais... Ah oui, vous pouvez dire mais. Vous ne serez pas le seul. Je croyais que... Et tout le monde croyait comme vous que Hugues était perdu en mer. Et le naufrage de son navire l'a jeté sur une île déserte en mauvaise compagnie d'un certain Lawrence Clissold. Qu'y a-t-il, hein? Votre visage s'altère soudain. C'est que je ne puis entendre le nom de Clissold sans éprouver un malaise. Alors, nous voilà assis tous trois, à vous écouter avec bienveillance. Et ce que vous nous direz sera sans doute important. Alors, parlez. Il y a 35 ans environ, Lawrence Clissold était employé comme moi dans un établissement de crédit. Dringworth et frères, America Square, Londres. Oui, c'était en effet le nom de cet établissement. Et il se trouve qu'entre les deux naufragés, il fut question au cours d'une conversation d'une certaine somme de 500 livres. Je vous vois de nouveau ému, hein? Pourquoi? Mais parce que j'ai toujours soupçonné Lawrence Clissold d'être l'homme qui a ruiné ma vie. Je crois que cet homme était un faussaire. Un très habile faussaire. Dites-nous pourquoi, Monsieur Tregarten. Lorsque nous étions l'un et l'autre employés chez Dringworth, il entrait dans mes fonctions de noter chaque jour sur un certain registre le relevé des sommes perçues par cet établissement et qui étaient ensuite versées à la banque. Un certain jour, un mercredi, le jour le plus triste de ma vie, parmi les sommes reçues, il s'en trouva une de 500 livres. Eh oui, je commence à y voir clair, alors continuez. Une des tâches de Clissold était de copier, d'après mes relevés, un mémorandum des sommes qu'un employé qualifié portait ensuite à la banque. Je devais, moi, donner l'argent à Clissold. Et Clissold le versait à l'employé avec un relevé de sa propre écriture. Et ce mercredi fatal, je notai la somme de 500 livres que j'avais reçue. Je la remis à Clissold avec les autres sommes perçues dans la journée. Je suis absolument certain de l'avoir fait ce jour-là, comme je n'ai jamais cessé depuis ce jour d'en être certain. Or, il se trouve que... Oh, c'est un affreux souvenir, capitaine. Alors, remettez-vous, monsieur. Allez, essayez de continuer. Oui, vous avez raison. Il se trouva que cette somme disparut, à la fois du sac remis à la banque, du mémorandum de Clissold
et du relevé de mon registre. Clissolde, que l'on questionna, déclara emphatiquement qu'il ne demandait pas mieux que d'être jugé d'après mon registre. Et le reçu de la somme de 500 livres n'y figurait pas. Alors que vous l'aviez inscrit de votre propre main. Oui, je fus interrogé, monsieur. Enfin, j'inscris la somme, certainement. L'établissement sortit mon livre, et rien n'était marqué dessus. Je ne pouvais renier mon écriture. Je savais qu'il s'agissait d'un faux, mais ce faux était remarquable. Et si la maison ne le dénonçait pas, comment pouvais-je le faire, moi? On me pria de rembourser l'argent. Je le fis. Et je partis, le cœur brisé. Comment aurais-je pu rester dans cette maison avec les soupçons qui pesaient sur ma tête? Oui, qu'avez-vous fait alors? Je suis rentré dans mon village de Lanréan et j'ai vécu d'un petit emploi jusqu'à ce que j'ai trouvé celui-ci à Steepways. Oui. Je me souviens de vous avoir demandé si vous aviez fait l'expérience de la malice humaine. Et je comprends que vous ayez alors changé de visage. Pardonnez-moi, monsieur. Telle est l'histoire. De ma propre innocence, j'étais certain. Ce fut à la fois mon réconfort et mon souci. Clissolde m'inspira toujours des soupçons qui ne furent pas confirmés. Pour ma tranquillité, pour l'amour de ma fille, je n'ai jamais révélé le secret de ma vie. Et j'espérais qu'il mourrait avec moi. Eh bien, monsieur Tregarten, croyez-moi, le problème concerne maintenant les vivants et non les morts. Mes deux amis, Hugues et Alfred, sont d'accord pour que la somme de 500 livres vous soit remise. Car c'est indéniablement pour rembourser leur père que Clissolde l'a volé. Non, monsieur, non, Comment non, ça? mon cher Alfred, non, Hugues, je refuse. Ah. Votre confiance me suffit. Elle vaut pour moi tout l'argent de la terre. Et aucune preuve du faux n'ayant été faite, cette somme doit rester entre vos mains. Oui, et nous en revenons aux preuves. Un faux a été commis. L'auteur n'est plus qu'ossements et cendres sur une île déserte. Mais qu'est devenu le feuillet du livre qui a été arraché et remplacé par le faux? Ah mais attendez. Il me revient qu'au cours d'une de ses divagations d'alcoolique, Clissolde m'a confié qu'une fois, il avait joué un tour à un camarade de travail en cachant dans une fente de son bureau un papier qu'il n'avait pas eu le temps de brûler. Est-ce que cela ne se rapporterait pas à votre histoire, monsieur? Pour moi, sur le moment, je n'y ai pas attaché grande importance. Et je disposais effectivement chez Dringworth d'un vieux bureau tout disjoint. Ah, faudra essayer de le retrouver. Dringworth, frère, sont-ils toujours à la même adresse? Et j'ai ouï dire qu'ils avaient déménagé pour s'agrandir. S'il vous plaît, capitaine. Oui, un instant, mon ami, un instant, je vous parlerai tout à l'heure, laissez-moi réfléchir. Voyons, ce papier, ce bureau... Ah, il n'est pas possible qu'ils aient disparu. Mais bon Dieu, petit frère, qu'est-ce que votre dernier chapeau vient faire sur cette table pendant que nous parlons d'affaires sérieuses, hein? Allons. Là, réfléchissons. Un bureau appartenant à la maison Dringworth. Quoi encore, petit frère? Ah, mais ouais, vous me tirez par la manche maintenant. Je fais ce que je peux pour attirer votre attention, capitaine. Ouais. Il le faut, capitaine, je vous jure qu'il le faut. Ah, pourquoi, monsieur petit frère? Mais parce que, capitaine, je vous ai dit que j'avais travaillé autrefois dans une affaire de banque à Londres avec mon frère. Oui, puis j'ai cru comprendre que vous n'y aviez pas réussi. Ah, hélas, capitaine, en cela, comme en beaucoup de choses. Ben alors. Mais quand nous nous sommes installés, mon frère et moi, nous avons racheté dans une vente une partie du vieux matériel de Dringworth. Et puis, comme vous le dites si bien, nous n'avons pas réussi. Ouais. Ah pas du tout, capitaine. Alors nous avons partagé le matériel, mon frère et moi. Enfin, ce qu'il appelait partager, oui. Il m'a donné le bureau parce qu'il était craqué de partout et il a gardé le reste. Mais grand Dieu, mais alors où est-il ce bureau, hein? Où est-il, petit frère? Je pourrais pas le jurer, capitaine, mais je crois bien qu'une logeuse de Wapping à qui je devais un peu d'argent a cru devoir le garder. Chut, silence. Silence, je réfléchis. Bon. Petit frère, je crois me souvenir qu'en arrivant ici, je vous ai fait observer que sous un climat froid, et avec votre manie de bois et votre chapeau de vieux papier, vous ne risquiez pas d'attraper une insolation, hein? C'est vrai, capitaine. Bon. Alors, ce chapeau que je tiens en ce moment, ne l'auriez-vous pas par hasard bourré avant de quitter Wapping avec tous les vieux papiers que vous aviez retrouvés dans les fentes du bureau? Si fait, capitaine. Oh. Et j'ai même pensé que ce serait toujours ça que ma harpie de logeuse n'aurait pas. Oui. Et je suis sûr que si je vous promets de vous offrir d'autres papiers pour tapisser votre couvre-chef, vous me permettrez de dépouiller celui-ci de sa doublure. Faites, Bon. capitaine. Par le grand serpent de mer. Si c'est pas là la feuille qui manquait à votre registre. Regardez, Tregarten, regardez.
Et maintenant, il n'y aura plus qu'à la porter triomphalement à vos anciens employeurs. Vous serez réhabilité, mon ami, réhabilité. Et quant aux 500 livres, peu importe qui les garde ou qui les donne, puisque de toute façon, c'est la dot de Kitty. Et maintenant, en route pour la poste. Le plus dur de ma mission n'est pas fini. Il s'agit de préparer au bonheur Madame Raybrock et Margaret. Puis-je entrer, Madame Raybrock? Entrez, entrez, capitaine Jorgan. Oh, j'ai de grandes excuses à vous faire, croyez-le. Margaret m'a fait comprendre combien je m'étais montré injuste à votre égard, alors que vous veniez ici pour nous rendre service. Pardonnez-moi, capitaine Jorgan. Non, madame. Et Oh. pourquoi? Oh. Parce que j'ai rien à vous pardonner. Comment? Non, mais comme me voici de retour, pour ainsi dire en même temps que j'étais parti, je vous demande la permission de m'asseoir entre vous deux comme je le fais quand je rentre dans ma propre maison. Vous êtes dans votre maison, capitaine Jorgan. Oh, vous m'excusez, je dois aller au magasin. Je vous en prie. Et vous, Madame Margaret, je vois que vous avez déjà couché votre petite fille. Moi, Madame Margaret, vous me croirez peut-être pas, mais j'ai aussi une petite fille. Chez moi, à Salem. Et quand vient le soir, enfin comme ce soir, je la prends sur mes genoux, puis je lui chante des chansons, je lui raconte des histoires. Que lui chantez-vous, capitaine? Ah, chère Madame Margaret, une chanson qui commence par « Je suis le capitaine Silas et je joue de la contrebasse. » Ça va pas plus loin, mais vous connaissez les enfants. La mienne, ça l'amuse. Et quelles histoires lui racontez-vous? Oh, des histoires de marins perdus en mer et qu'on croyait perdus, et qui n'étaient pas perdus du tout. Je suis le capitaine Silas. Oui, madame, des histoires de naufrages sur les îles désertes et du temps qu'il faut à un naufragé pour revenir vers les terres civilisées. Et vous les inventez? Presque. Enfin, un petit peu, quoi, pas toujours. Des histoires de frères séparés puis réunis par la providence de Dieu. De fils qui retrouvent leur mère. D'époux qui retrouvent leur femme. Capitaine, pourquoi me racontez-vous cela? Est-ce parce que ces histoires sont malgré tout possibles? Oui, Madame Margaret. Elles sont possibles. Possibles et même quelquefois vraies? Madame Margaret, vous avez noblement supporté l'adversité. Auriez-vous, je vous le demande, la même force d'âme pour supporter la joie? À condition, bien entendu, que la joie soit possible. Je le crois humblement, capitaine. Je l'espère de toute mon âme. Et vous ne seriez pas effrayé si je vous disais qu'il est... Vivant? Oui, Madame Margaret. Et loin? Pas plus loin que mon pays. Et pour être exact, pas plus loin que son propre pays. Et pour être plus près de la vérité, pas tellement plus loin que Falmouth. Disons à la rigueur que Steepways serait peut-être l'endroit où on pourrait le trouver, en appelant très fort. Hugues! Hugues! Oui. Margaret! Oh, ma chérie, ma bien-aimée. Oh! Et vous, mais... Oh, Hugues! Que je vous prenne dans mes bras, toutes les deux. Eh ben, maintenant qu'ils sont heureux, j'ai plus qu'à casser la bouteille et acheter un chapeau neuf à Monsieur Petitfer. Ah, il l'a bien mérité.